La glace à la vanille. Alain Deloche, une petite fille du Mali, avait accidentellement avalé de l'eau de Javel. L'œsophage brûlé, elle devait être alimentée par une sonde figée dans l'estomac. Elle avait un rêve lancinant, pouvoir un jour manger de nouveau une glace à la vanille. Elle a pu être opérée à Paris. Je lui ai apporté sa glace après l'intervention, raconte le professeur Alain Deloche. Ailleurs, c'est un garçon cardiaque, épuisé, danseur étoile du ballet de Kalmouki, qui soigné put continuer à exercer son art, un jeune Cambodgien opéré d'une flèche dans le cœur, ou un enfant de Syrie cruellement blessé par un obus et qu'une prothèse a remis debout. Pour sauver ces petits destins broyés, nous dit l'auteur, il a fallu que s'ajoute au savoir-faire médical une inébranlable solidarité, un peu de hasard et peut-être aussi une touche de divin. Un tour du monde d'espoir où la chirurgie est mise au service des enfants les plus démunis. Nul ne peut sortir indemne de cette plongée dans la lutte toujours recommencée pour la vie. Voici une part de ce qui fait le meilleur de l'homme. Chirurgien cardiaque de renom, professeur émérite à Paris 5, Alain Deloche est le cofondateur de Médecins sans frontières et de Médecins du monde et le fondateur de la chaîne de l'espoir. Depuis plus de 40 ans, il parcourt la planète pour porter secours aux enfants malades des pays les plus déshérités. Histoire incroyable. Sokpan, une flèche dans le cœur. Phnom Penh, Cambodge 2012. Le rat est un mets fort apprécié dans les restaurants du Vietnam, si apprécié d'ailleurs que les savoureux rongeurs viennent parfois à manquer dans les cuisines. Alors, on passe commande à quelques chasseurs du Cambodge voisin. C'était l'année du bœuf ou celle du cochon, je ne me souviens plus, mais c'était la saison des pluies, la bonne période pour la chasse au rat. Les journées grises faites de trompes d'eau se succédaient, transformant les chemins en boues collantes et rougeâtres. Ce matin-là, le petit Sokpan, 12 ans, était tout joyeux. Son grand frère Kiet et son cousin avaient accepté de l'amener dans leur traque aux rongeurs. Tôt dans la matinée, ils quittèrent Pregreng, leur village situé au cœur de la forêt, et se dirigèrent vers Phnom Penh, laissant derrière eux, alignés de chaque côté du sentier, les maisons au toit de tôle bâties sur pilotis. Dans les faubourgs de la grande ville, ils s'arrêtèrent près d'une colline d'ordures, une colline de pourriture, le monceau de détritus suinté des ruisseaux, d'un pu glauque et sombre, exhalant une puanteur qui piquait les yeux et prenait à la gorge. Pour Sokpan, son frère et son cousin, c'était un magnifique terrain de chasse, car des rats énormes, bien nourris, grouillaient parmi les sacs en plastique éventrés. Le frère et le cousin dégainèrent leurs arbalètes. Sur la pointe métallique du trait, une goutte de poison, du curare, permettrait de paralyser rapidement l'animal. Kiet et le cousin débusquaient les rats, puis visaient. Presque chaque tir faisait mouche. La journée était bonne. Sokpan transportait le grand sac de jute alourdi du gibier que l'on revendrait bientôt au maître queue vietnamien. Avec un peu de chance, il pourrait en tirer un bon prix. La nuit commençait à tomber. Bientôt, il faudrait rentrer au village. Sokpan courait cherchant encore à repérer des rats. Il bondissait, Sokpan, il avançait, il revenait, il furetait, il repartait. Que se passa-t-il? Pourquoi Sokpan resta-t-il figé? Pourquoi s'effondra-t-il les bras en croix? Pourquoi cette flèche plantée dans sa poitrine? Kiet voulut-il ranger son arbalète? Visa-t-il un dernier rat? Un mouvement maladroit, un geste inattendu, un trait siffla, la flèche à la pointe de métal, acérée, frappa Sokpan en plein cœur. Les garçons accoururent, l'enfant ne cria pas, ne tomba pas évanoui. À peine quelques gouttes de sang. Sokpan regarda son frère et son cousin sans prononcer un mot, incrédule et terrorisé à la fois. Que faire? Sans toucher à la flèche, Kiet prit le jeune blessé dans ses bras et il marcha longtemps. Finalement, il trouva un cyclopousse qui chargea tant bien que mal les deux frères et le cousin et les amena au centre de Phnom Penh où ils pourraient trouver de l'aide. C'est ainsi qu'ils arrivèrent dans l'hôpital du cœur.
J'étais alors en mission médicale au Cambodge. Shur, le chirurgien de garde, m'appela à mon hôtel et m'expliqua la situation en quelques mots. Surtout, ne retire pas la flèche, j'arrive. Une fois sur place, je croisais dans les couloirs le frère et le cousin, tous deux décomposés en pleurs. Je ne savais pas qui avait tiré, mais les deux garçons se sentaient responsables. Leurs larmes n'étaient que regret et culpabilité. Pas le temps d'expliquer ou de réconforter. Déjà, on me conduisait en salle de réanimation où l'enfant était couché dans un lit trop grand pour lui. Il avait les yeux dans le vague et son visage était très pâle. La flèche fichée dans la poitrine semblait douée d'une vie propre. Elle tressautait au rythme régulier et vigoureux des contractions cardiaques. Le cœur poursuivait son activité puissante et saccadée. Face à ce spectacle stupéfiant, l'équipe médicale paraissait un peu pétrifiée. Personne n'avait jamais vu ça, ni le chirurgien, ni l'anesthésiste, ni les infirmières. Comment Sok Fan pouvait-il survivre à une flèche enfoncée dans le cœur? Qu'est-ce qu'on fait? Demanda une infirmière. Il fallait agir rapidement. Au bloc, sans toucher à la flèche, répondis-je. Nous ouvrîmes le thorax. La flèche avait traversé le ventricule droit, situé en première place, à l'avant, sous les côtes. La plaie sans saignement, un vrai miracle. En fait, la flèche avait fait elle-même son hémostase, c'est-à-dire qu'elle avait empêché toute hémorragie à la manière d'un bouchon interdisant la fuite d'un liquide. Le sang dérivé par une machine, le cœur arrêté, nous pûmes constater les dégâts, un trou dans le ventricule et la pointe métallique enfoncée dans le cœur. Nous retirâmes soigneusement la flèche avant de suturer de quelques ligatures le ventricule entaillé. Quant au poison, il n'avait pas l'air d'agir. Peut-être que la quantité était trop faible ou que Kiet avait oublié d'en enduire la pointe. Cette dernière avait perforé le muscle cardiaque, mais sans la traverser de part en part. Le péricarde, l'enveloppe qui protège l'organe, avait parfaitement rempli son rôle de contenant, évitant toute hémorragie. L'enfant pouvait survivre ainsi, à condition de ne pas toucher à l'arme enfoncée dans la poitrine. Par chance ou par instinct, ni le frère ni le cousin n'avaient arraché la flèche, geste qui aurait provoqué une effusion de sang incontrôlable. Une flèche dans le cœur au XXIe siècle, chez nous, les plaies du cœur sont dues le plus souvent à des blessures par balle, blessures qui ne laissent aucune chance à la victime. Nous venions donc de remonter les âges. En l'an 362 avant Jésus-Christ, une flèche qui avait déjà percé le cœur du général grec Épaminondas, durant tout le jour, on l'avait vu porter l'assaut, chevaucher et crier ses ordres, tandis que le dard fatal s'agitait au rythme cadencé des battements cardiaques. Cette survie du blessé, le cœur apparemment perforé, avait dû paraître miraculeuse aux yeux des soldats grecs. À la nuit tombée, la flèche assassine avait enfin été arrachée et la vie du général s'en était allée dans le borborigme sinistre d'une effusion de sang. Aujourd'hui, nous aurions pu sauver Épaminondas, comme nous avons pu sauver Sok Pan. Le lendemain matin, l'enfant allait parfaitement bien. Son cœur battait normalement. Quant à la flèche restée intacte, je la remis à la mère. C'était le souvenir d'une mort annoncée et contrariée. Le frère alla ensuite la déposer à la pagode. Il souhaitait par cette offrande ramener les esprits de la forêt. Désormais, les garçons arpentent les rizières pour cueillir des nénuphars dont on mange les graines ou pour pêcher des escargots, des grenouilles et parfois des crabes. Les rats n'ont plus rien à craindre d'eux.